Ce qui s'est passé le 11 mars au Japon, c'est un mouvement très brutal des deux blocs qui sont en contact au niveau de la subduction japonaise à l'est de l'île de Honshu. C'est une zone qui est en compression depuis toujours en fait, depuis des millions d'années et dont cette compression se détend à chaque fois qu'une faille glisse. Et il y a une faille principale qui fait le contact entre ces deux blocs en compression, et cette faille, elle résiste des 50 ans, 100 ans, 200 ans en certains endroits, et puis tout d'un coup, elle ne peut plus résister et on glisse. Et donc un bloc passe par-dessus l'autre. Alors le bloc qui passe par-dessus l'autre, c'est le Japon qui passe par-dessus la plaque pacifique en glissant sur cette espèce de rampe. Et donc le Japon se soulève et redescend par certains endroits, et le Pacifique, la plaque pacifique s'enfonce. Et tout ça, ça se fait brutalement en quelques dizaines de secondes, quelques minutes dans certains endroits, touche une surface de contact qui est très grande. Elle fait 200, 300 km de long, 50, 100 km de large. Et le glissement, le mouvement sur cette rampe, c'est au maximum une vingtaine de mètres, donc en moyenne une dizaine de mètres, c'est absolument considérable. Ce qui explique que le Japon, effectivement, se soit déplacé vers l'est, comme le Japon est un peu loin de cette faille, d'environ 2-3 mètres. Donc ce mouvement brutal en quelques dizaines de secondes fait des vibrations considérables parce que là, évidemment, ça accroche, ça coince, ça se décoince, ça envoie des ondes partout, et des ondes très puissantes, notamment aux proches, c'est-à-dire à Honshu, avec des accélérations qui ont dépassé parfois l'accélération de la pesanteur. Donc des mouvements considérables qui ont duré plusieurs dizaines de secondes, très forts, et en tout à peu près 150-200 secondes, mais avec des vibrations réduites. Et suite à ce mouvement, en même temps que ce mouvement de rampe, le fond marin s'est soulevé de plusieurs mètres, en faisant une espèce de grosse bosse d'eau, parce que la tranche d'eau au-dessus va bouger en même temps. Ça se passe l'eau n'a pas le temps de bouger en quelques dizaines de secondes. Donc ce soulèvement de 2 mètres correspond à un soulèvement de 2 mètres du niveau de l'eau. Et puis cette bosse d'eau, elle n'est pas stable, évidemment, elle va s'écouler progressivement, en fait à grande vitesse, à des centaines de kilomètres par heure, s'approcher des côtes et inonder les côtes du Japon. Alors le problème, c'est que cette bosse d'eau, elle était assez proche des côtes, à une cinquantaine de kilomètres des côtes japonaises, et donc l'arrivée de cette bosse d'eau a été très soudaine. 5-10 minutes après les premières vibrations que les Japonais ont ressenties, le tsunami était là. Voilà, donc d'où un peu l'absence de possibilité des gens de s'enfuir, parce que bon, en 5 minutes, on ne fait pas grand-chose. On sait très bien qu'un tsunami va venir, mais on ne peut pas faire grand-chose. Donc les gens étaient pris au piège à cause de cette soudaineté de l'événement, la proximité de la source par rapport à la côte. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, ensuite la faille principale et les failles voisines ont réagi par rapport à cette compression, cette distension soudaine. Et donc dans une zone qui fait presque 500 km de long de nord au sud, on a eu des tas de répliques. Des petites ruptures sismiques, beaucoup plus modestes que ce monstre de magnitude 9, des magnitudes 5, des magnitudes 6, quelques magnitudes 7, qui ont secoué de nouveau toute la zone, mais avec des dommages pratiquement nuls, mais qui continuent à évidemment créer un peu la panique, un sentiment d'angoisse et de permanence de cette instabilité. En regardant ce qui s'est passé juste avant le séisme, évidemment parce qu'on cherche d'éventuels précurseurs, qu'on n'a évidemment pas identifiés avant la grosse secousse, eh bien on constate effectivement qu'il y a eu un précurseur très notable, mais ce précurseur n'est identifié qu'après. C'était un magnitude 7 qui a eu lieu, donc un gros séisme qui a secoué pas mal le nord de l'île, très fortement ressenti, sans destruction bien sûr, mais avec une succession de répliques de magnitude 5 et 6 aussi très importantes, 2 jours avant. Et localisé exactement à l'endroit où va commencer la grande rupture du 11 mars. Et donc évidemment, il y a une interaction mécanique entre les deux. Ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est si ce séisme-là, magnitude 7, a déclenché le magnitude 9, ou si, finalement, c'est une coïncidence temporelle. Il y a eu certainement une interaction mécanique, et la question ne se pose pas vraiment comme ça. S'il n'y avait pas eu ce magnitude 7, de toute façon, la zone était prête à casser. Donc elle aurait très bien pu casser sans précurseur. D'un autre côté, interpréter ce magnitude 7 comme un précurseur de quelque chose qu'on ne sait pas quand pourrait arriver, eh bien c'est très risqué parce que les magnitudes 7, il y en a quand même assez fréquemment au Japon, il y en a plusieurs par an, et on ne va pas mettre tout le Japon en alerte à chaque fois qu'il y a un magnitude 7. Et donc prendre cet événement-là comme un précurseur, autrement dit en faire
une technique de prédiction, évidemment, ça n'aurait pas vraiment de sens. Cela dit, on pourrait se dire, à chaque magnitude 7, eh bien, c'est le bon moment pour faire des contrôles de sécurité, de certains systèmes d'alerte, comme pour arrêter les trains, pour contrôler les centrales nucléaires, etc. Donc, il n'est pas vain de considérer qu'un magnitude 7 puisse, de temps à autre, être accompagné par un séisme plus gros qui le suive, mais pas pour alerter le public, bien sûr, mais pour automatiquement contrôler des systèmes de sécurité. La prévisibilité des très grands séismes est une question très délicate. Lorsqu'on regarde une zone de faille, une zone de contact de plaque, a priori, si on ne se pose pas trop de questions, on peut se dire qu'il n'y a pas de limite à la magnitude. La magnitude est juste une question de dimension de la faille qui va casser d'un seul coup, d'un seul tenant. Alors, pour éviter ce problème, d'ailleurs parce qu'on n'observe pas des très très grands séismes, heureusement ils sont très rares, pour éviter ce problème, on a tendance à découper la zone de contact de plaque en segments relativement autonomes par rapport aux autres, des espèces de grosses aspérités qui coincent et qui peuvent se décoincer à chaque séisme. Mais donc chaque zone a un potentiel maximal de rupture sismique. Et ce que l'on apprend petit à petit avec les différentes catastrophes, notamment celle de Sumatra, qui a vraiment remis en jeu cette façon de penser. En fait, dans la région de Sumatra, on n'attendait pas à ce que tout casse d'un coup. Parce qu'on avait historiquement des magnitudes 8 qui avaient cassé quelques aspérités de ci, de là, et on pensait que ça allait continuer comme ça dans le cycle normal de la convergence des plaques. Eh bien non, parfois ces aspérités cassent de manière synchrone en une seule grande rupture. Et donc la grosse question, c'est de savoir qu'est-ce qui permet de dire que ça ne peut jamais casser de manière synchrone sur 300 km ou 1000 km, ou de temps en temps, ça peut quand même casser de manière synchrone. Est-ce qu'il y a des barrières qui empêchent la rupture de passer d'une zone à l'autre, des barrières simplement des zones plus résistantes, ou au contraire des zones qui ont déjà relâché, qui vont faire un espèce d'écran en quelque sorte? Eh bien pour le Japon, la côte est de Honshu était considérée comme une espèce de collection d'aspérités de taille modeste que l'on voyait dans les grands séismes du XXe siècle et peut-être de quelques du XIXe. Donc des aspérités qui font 50-100 km et qui ne pourraient pas casser sur plus de ces dimensions-là. Or, ce qu'on voit là, c'est que d'une part, il y a plusieurs aspérités qui ont cassé d'un seul tenant, de manière quasiment synchrone, en disant en 2 minutes, donc avec une puissance considérable. Et d'autre part, et ce qui a encore plus surpris les gens, c'est que pour un magnitude 9, on s'attend à ce que ça soit environ 500-1000 km de rupture, comme ça a été observé historiquement pour le Chili en 1960 et Sumatra en 2004. Mais ce que l'on voit là, c'est que c'est 250 km, où tout le glissement est concentré. Et du coup, ça pose le problème de la prévision du tsunami, parce que la magnitude est la même, sauf qu'en concentrant plus le glissement sur une zone plus petite, pour que l'énergie soit la même, il faut évidemment que le glissement soit plus grand, la surface étant plus petite, eh bien ça veut dire que localement, le mouvement du fond marin va être beaucoup plus important, et donc le tsunami localement va être beaucoup plus important, c'est ce qui s'est passé. Et donc la prévisibilité du tsunami dépend non seulement de la magnitude, mais aussi de la concentration du glissement sur la faille. Et donc le fait que d'une part au Japon, ils n'aient pas considéré des magnitudes supérieures à 8,2 dans cette région-là, pour justement cette analyse d'aspérité et de séisme historique. Et d'autre part, le fait qu'on n'imaginait même pas, avant ce séisme, qu'on puisse concentrer un magnitude 9 sur une zone aussi petite, eh bien ces deux choses-là ont fait qu'on s'était complètement planté en quelque sorte sur la prévisibilité des hauteurs de vagues à la côte. Bien que historiquement, le séisme de 1896 au nord, probablement était aussi quelque chose de très concentré, avec des vagues qui ont atteint, paraît-il, jusqu'à 25 mètres à peu près. Les grands séismes japonais, il y en a de très nombreux. Dans cette région-là, le grand séisme historique qui a beaucoup secoué Tokyo, qui a même détruit Tokyo, c'était en 1923, le séisme de Kanto et de Tokai, pardon. Et ce séisme-là était celui qui était attendu. C'est le Big One dont parlaient les Japonais, qui n'est pas ce qui vient de se produire. Dans la zone où on a eu ce grand séisme du 11 mars, le grand séisme historique est celui de 1896, qui était un peu plus au nord en fait, et qui a produit un tsunami dévastateur sur la côte nord de Honshu, donc plus au nord que ce qui a été touché actuellement. Et dans la zone qui a été touchée, le 11 mars, eh bien, on compte des séismes au XXe siècle, mais des séismes modérés, je dirais, entre magnitude 7 et magnitude 8. Et qui ont été d'ailleurs la base de la réglementation de cette région-là du Japon. Des séismes historiques plus importants ont eu lieu dans les années 44-45 à l'ouest de Tokyo, sur la partie de la subduction de la plaque philippine, sous le Japon.
qui sont potentiellement susceptibles de générer des magnitudes 8 à 8,5. Voilà. Donc, bon, il y a eu plein d'autres séismes dont on pourrait parler, mais l'essentiel est là. Les séismes au Japon produisent traditionnellement des grands tsunamis dès qu'ils dépassent la magnitude 8. Et pour la magnitude 9, évidemment, le tsunami est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans cette région-là du Japon? Eh bien, quand les contraintes sont relâchées dans une zone de faille, évidemment, ça met en charge les zones de faille voisines. C'est comme, vous savez, un pack au rugby. Bon, ben, s'il y a ceux qui poussent un peu fort, là, tout d'un coup, ils relâchent leur pression, ben, c'est les autres qui accusent le coup. Ben, là, c'est un peu ce qui s'est passé. On relaxe les pressions dans la zone qui vient de casser. Maintenant, on retransfère les pressions au nord et au sud. Alors au nord, c'est une zone qui a cassé donc, en 1896. Et donc, cette zone nord a-t-elle eu le temps de se recharger de telle sorte qu'elle puisse casser maintenant? Eh bien, on fait un simple calcul, 8 cm par an, ça fait à peu près 120 ans. Donc, ça fait à peu près 10 mètres à relâcher. 10 mètres à relâcher, c'est un potentiel important de magnitude 8 ou plus. Mais ça peut tenir encore jusqu'à magnitude 8,5, donc ça peut tenir encore plusieurs dizaines d'années, peut-être 50 ans, avant de recasser de nouveau. Par contre, au sud, on ne connaît pas vraiment de grands séismes historiques. Au sud, c'est-à-dire entre la zone sud qui vient de casser et Tokyo, c'est-à-dire environ sur 200 km, cette zone-là reste assez mystérieuse. On ne sait pas si elle est bloquée et du coup elle serait prête à casser en un très grand séisme, ou bien si, avec le jeu tectonique des plaques, elle ne glisse pas de manière quasi continue, relâchant au moins une partie des contraintes. Et donc on attend effectivement que cette zone sud soit très menaçante, plus menaçante qu'avant le 11 mars. Et il y a tout un débat pour savoir si ça peut être un magnitude 8 ou un magnitude 8,5, disons. Le séisme de 1923 qui pourrait se reproduire ferait un magnitude 8 et on peut penser que si ça se couple avec des glissements forts dans une région un peu plus au nord qui font la jonction entre la région de Tokyo et ce qui vient de se passer, eh bien on peut peut-être atteindre un magnitude 8,5 dans les mois ou les années qui viennent, sachant que le risque actuel, le risque journalier, la probabilité journalière d'un séisme est très élevée maintenant et beaucoup plus forte qu'avant le 11 mars. À cause de ces tensions, on a fragilisé en quelque sorte la zone de faille qui est plus prête à casser qu'elle ne l'était avant le 11 mars. Par contre, les failles au cours du temps se recèlent en quelque sorte et peut-être d'ici quelques années, on aura retrouvé le niveau qui était déjà élevé avant, mais retrouvé le niveau pré-11 mars de compression en fait et de danger. Mais actuellement, on est dans une phase de danger supérieure à ce qu'il y avait avant le 11 mars. Le contact avec nos collègues japonais est difficile. Il faut savoir qu'à Tokyo, on ne se déplace pas facilement, donc nos collègues ont beaucoup de mal à aller sur le lieu de travail. Il y a eu des tas de problèmes sur les réseaux, sur les systèmes informatiques et donc sur la capacité qu'ils avaient eux-mêmes d'accéder à leurs propres mesures, sans parler de l'accessibilité via le net. Donc les choses se remettent en place assez rapidement. Donc actuellement à Paris, on travaille grâce à justement cette possibilité qu'ont eu nos collègues japonais à réouvrir les vannes en fait, du net pour que toutes les données puissent être mesurées, analysées par toutes les équipes mondiales, sachant qu'eux ont beaucoup de mal à le faire eux-mêmes, disons, avec la puissance de travail que le monde peut apporter avec eux. Et donc il y a vraiment une collaboration à la fois très serrée, mais en même temps sans qu'on puisse communiquer. C'est-à-dire qu'on les données sont là, on produit nos interprétations qu'on met tout de suite sur le web, mais on n'a pas encore eu le lieu de la discussion. C'est-à-dire que chacun affiche son résultat, son interprétation, qui sont d'ailleurs très contradictoires. Et donc probablement d'ici une semaine ça va converger, il y aura quelques publications peut-être un peu plus analysées de manière consensuelle, et pour arriver à déterminer justement le plus urgent, c'est déterminer au nord et au sud le potentiel sismogène et de suivre quasiment en temps réel l'évolution, voir si on a un peu d'activité qui démarre sous Tokyo, ça sera quand même assez mauvais signe. L'apport des sismologues à la définition de la sûreté nucléaire, c'est simplement effectivement d'essayer de dire où sont les sismologues, les géologues et les géodésiens, bien sûr, tous les géophysiciens qui s'intéressent aux tremblements de terre, c'est d'essayer de dire où sont les failles actives, quel est leur potentiel non seulement de rupture dans les 50 ans, les 100 ans, les 1000 ans à venir, mais aussi quel est leur potentiel de vibration.
hein. Donc c'est à la fois la faille, mais c'est à la fois la vibration produite par la faille, l'amplification de ces vibrations dans des sites particuliers par des bassins sédimentaires par exemple. Et donc c'est très complexe et la science évolue, ce qui fait que les centrales nucléaires anciennes ont été construites sur la base d'une information scientifique qui était ce qu'elle était et qui a beaucoup progressé. Et donc la question, c'est de savoir comment, au fur et à mesure que les connaissances viennent, comment réévaluer les marges de sécurité qu'ont les centrales nucléaires, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde. Et donc là, il y a un vrai débat, un vrai questionnement, mais aussi des vraies discussions entre, disons, les exploitants et l'autorité de sécurité nucléaire via des groupes de scientifiques, l'IRSN et le monde académique. Et donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour la France, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se protéger contre le risque sismique. On voit bien que les centrales nucléaires du Japon, par rapport à la vibration sismique, n'ont pas eu de problème. La vibration sismique a été considérable au Japon, hein, au voisinage des centrales. Je n'ai pas la valeur exacte, mais ça a certainement dépassé 0,5 G. Sur la côte, au voisinage de la centrale, c'était 1 G. Donc c'est des mouvements très forts, que c'est un peu bien au-delà de ce que l'on peut attendre en France. Et pourtant, ça a très bien tenu. Ce qui n'a pas tenu, c'est tout le système, disons, autour en fait, de contrôle, de sécurité, donc les problèmes des pompes et tout ça. Et donc on voit bien que le problème n'est pas tant forcément la vibration, parce que les ingénieurs savent bien construire, mais plutôt tout ce qui est un peu fragile et qui peut, voilà, dans un scénario un peu catastrophe, c'est-à-dire une chaîne de causalité très, très particulière, non prévue, arriver à ce désastre. Et donc c'est là où il faut peut-être travailler, mais là le sismologue ne peut plus apporter grand-chose. C'est vraiment aux ingénieurs de comprendre le réseau très complexe des interactions de leur système très complexe.